Bienvenue dans Pile ou Sas, le podcast qui plonge dans les coulisses des success stories du monde SaaS. Je suis Cédric Meignier et dans chaque épisode, je m'entretiens avec les entrepreneurs et dirigeants qui façonnent l'avenir du logiciel en tant que service. Ce podcast est fait pour vous qui dirigez, construisez ou rêvez de créer des solutions SaaS innovantes. Vous y trouverez des infos concrètes, des enseignements parfois durement acquis et des retours d'expérience qui ne se partagent habituellement que lors de conversations à huis clos. Et si je peux me permettre un conseil de pair à pair, toi, dirigeant de SaaS, si tu n'as pas encore de vidéo motion design sur ta landing page, tu passes à côté d'une opportunité majeure, celle de voir en moyenne 10 à 15% de conversion supplémentaire grâce à une vidéo persuasive qui raconte tes valeurs et USP en quelques secondes. Donc, si tu veux savoir comment je peux t'aider à transformer tes prospects en clients, clique sur le lien en description de l'épisode. Maintenant, revenons à notre invité du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Oussama Abou, CEO de Smart Prospective, qui propose la solution d'affichage dynamique la plus complète du marché, soutenue par une plateforme online super simple d'utilisation. Alors, êtes-vous prêt à découvrir si c'est pile ou sas ? C'est parti. Bonjour Oussama, merci d'avoir accepté de te prêter à l'exercice. Alors, avant de parler de Smart Prospective, j'aimerais découvrir qui tu es vraiment au-delà du CV, au-delà du profil LinkedIn, et est-ce que tu pourrais éventuellement nous raconter un moment déterminant peut-être qui a façonné ta vision ou ta personnalité ? Bien sûr, déjà avant toute chose, merci infiniment de m'avoir invité et je suis très content d'être avec toi et d'avoir partagé et vu ce que tu faisais avec tes clients et maintenant avoir ce petit moment privilégié pour discuter ensemble. Sur le moment, le moment qui m'a marqué le plus, c'est le jour où j'ai créé ma première entreprise. J'avais 16 ans, j'ai grandi au Maroc dans une ferme et je l'avais fait non pas par choix mais par obligation parce que mon papa était hospitalisé et il fallait que je reprenne les affaires parce que un entrepreneur n'a pas de sécurité sociale, qui plus est au Maroc dans les années 2012 et c'est quelque chose qui m'a énormément marqué. Et en fait, c'était difficile. Le moment qu'il fallait, le moment où il fallait mouiller le maillot en quelque sorte, mais c'était super gratifiant et c'est un peu ce jour-là que la piqûre a commencé. Tu peux nous en dire un peu plus sur cette expérience ? J'étais au lycée, donc à la ferme, j'ai toujours travaillé avec mon père et donc mon père est tombé malade et il fallait faire et donc je me suis mis et la machine s'est emballée un peu toute seule parce que la télé est arrivée, il y a eu un article sur le 20h, j'ai un peu été dépassé par les événements et en fait le sujet était important, fabriquer des appareils de distillation d'eau avec l'énergie solaire et on les déposait dans des éco-villages et c'est comme ça que tout a commencé, des petits appareils qui permettaient de condenser l'énergie et de faire évaporer un peu d'eau pour que des populations un peu éloignées puissent avoir accès. C'est venu d'une annonce sur Internet, quelqu'un qui cherchait des appareils et j'ai répondu oui je peux faire et j'ai fait non sans mal mais j'ai fait. Parle-nous de ce moment précis où l'idée de Smart Prospective est née. Est-ce que c'est basé sur une frustration ou un besoin ? Est-ce que tu t'es dit et qui t'aurait poussé à te dire bon, il faut que je crée absolument cette solution plutôt que de rejoindre une entreprise existante, par exemple ? C'est venu d'un cours de marketing émotionnel où on regardait la croissance des ventes en ligne vs la croissance des ventes retail qui englobe beaucoup de choses vs le online. C'était en 2014-2015 qu'on avait eu l'idée. Et en fait, on se rendait compte que les ventes en ligne avaient une croissance exponentielle, mais que leur variation n'impactait pas énormément le PIB, du moins il y a quelques années, alors que les ventes en retail étaient beaucoup plus volumineuses. Et ces ventes-là faisaient que il fallait les améliorer parce que leur croissance, elle oscillait entre -2 et 2% tous les ans, mais elle n'avait pas d'impact. Et en fait, la vraie différence qu'on voyait, c'était que sur le online, à l'époque du cookie et du tracking que tu ne connais que trop bien, en fait, c'était beaucoup plus simple de targeter les gens. Donc on s'est dit tiens,
et si on affichait du contenu en fonction de la personne qui passe devant chaque écran pour pouvoir lui donner quelque chose qui est le plus adapté à lui. Donc, je passe devant un magasin d'habits, on m'affiche une chemise bleue parce que j'aime les chemises bleues, et quand une fille qui veut une robe, on lui affiche une robe ou un manteau en hiver, et etc. Que c'était pas du tout ce que voulait le marché. Le marché voulait une solution qui permet juste de gérer les écrans à distance sans adapter le contenu, et c'est comme ça que Smart Prospective est né. Ok, donc ça c'était un peu sur la genèse, et comment tu as transformé cette idée en réalité concrète. Quels ont été les tout premiers défis? Comment tu les as surmontés? Dans un SaaS, j'ai envie de dire le défi numéro un, c'est d'avoir un produit abouti quand on commence, et c'est très compliqué. Et ce défi engendre, je pense, le plus gros de toutes les entreprises, qui est de vendre. Aller voir un client et lui présenter l'ambition, c'est une chose, mais une fois qu'il se connecte et qu'il essaie d'utiliser son outil, il faut qu'il réponde à un besoin, et en général, le client a un besoin qui est très précis dans sa tête, et il faut y répondre. Et au départ, les fonctionnalités sont très simples. Souvent un MVP, quelque chose qui a été développé vite, rapidement, pour pouvoir le mettre à sa disposition. Et à ce moment-là, j'ai eu une opportunité formidable encore, par le fruit du hasard, grâce à mon associé. En fait, Damien est quelqu'un de très pragmatique, c'est un ingénieur. Il sait supprimer tout ce qui est superflu. Et donc, la première fois, il demandait quelles étaient les fonctionnalités que voulaient les clients. On prenait les fonctionnalités que tous les clients demandaient et que tous les clients voulaient le plus, et c'est celles qu'on développait en priorité. Et de ce fait, on a continué et on continue de le faire aujourd'hui encore. On ne développe que des fonctionnalités qui sont le fruit de demandes de clients, ou du moins des fonctionnalités qui permettraient de répondre à certaines demandes des clients qu'on pense pour eux. Mais on ne développe jamais quelque chose qui nous semblerait correspondre au marché, parce que chaque fois qu'on essaie de le faire, on peut tromper. Ce qui émerge le plus comme demande de vos clients, ça, vous décidez de le mettre en œuvre. Quand un client ou deux le demandent, c'est que beaucoup de clients similaires ont besoin de la même fonctionnalité, ont besoin de la même chose. Et on pousse un peu la chose un peu plus loin, c'est que quand il y a un collaborateur, n'importe qui a une idée, il la propose. On la propose au client, ou on le pousse à aller la présenter au client avec lequel il travaille, et ça permet de le construire. Et qu'un client avec qui vous développez une fonctionnalité, ou pour qui vous développez une fonctionnalité, il est plus fidélisé en général, et d'autre part, il défend en interne quelque chose qui devient à lui, et donc ça devient le premier promoteur de la solution, que ce soit en interne chez lui ou aussi en externe, en le présentant ou en changeant d'entreprise, et il fait suivre ses outils. Et c'est là, on a tous tendance à essayer de pousser le fruit de notre travail, et de promouvoir quand même autant qu'on peut. Tu as parlé d'un associé, donc Damien. Est-ce que il est là depuis l'origine? Comment s'est créée cette association? Au départ, on était trois. Et un associé est parti au début de l'aventure pour un projet un peu plus personnel qu'il voulait faire avec sa famille. Et Damien, on s'est rencontrés à Epitech. Et en fait, je suis arrivé pour pitcher devant des devs l'idée, et pour demander qui serait intéressé pour travailler avec nous. Et Damien est venu nous voir à la fin en nous disant, bon, moi je suis pas intéressé, mais par contre votre idée est pas très faisable techniquement. Et il a commencé à nous faire la liste de ce qui ne correspondait pas. Et ma réponse a été, si t'es si intelligent, on peut attendre un peu, et tu le fais. Et il m'a répondu, écoute, il me semble qu'on était en septembre. Il m'a dit, je suis pas libre en ce moment, mais par contre, si tu reviens début janvier, peut-être que j'aurai quelque chose. Et quelques semaines après, il m'a appelé en me disant, reviens. Et quand on est passé au lab d'innovation d'Epitech à l'époque, il m'a fait passer devant un écran. On a cherché les filles. À Epitech, c'est difficile. En 2016. Et on l'a fait passer devant l'écran, et quand je suis passé, il y avait une pub de montre, et quand la fille est passée, il y avait une pub avec un parfum avec Julia Roberts derrière. Je me rappelle encore. Et c'est ce qui a fait que l'embryon de Smart Prospective, qui était adapter le contenu sur un écran, avait commencé grâce à une reconnaissance avec une caméra. C'est comme ça que ça a commencé. Mais Damien, c'est la plus belle nouvelle, et de ces années que j'ai passées avec lui, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, d'extrêmement impliqué. On est complètement opposés et différents,
mais il travaille très bien. Et ça crée une opportunité un peu pour tout le monde. Et je trouve, enfin, j'espère que ça pourra être un bon exemple. Des fois, les associés ne doivent pas être comme nous, mais un peu différents pour apporter un peu plus de richesse dans le business, aborder aussi les situations difficiles différemment. Ce qui est difficile pour Damien est beaucoup plus facile pour moi, et ce qui est facile pour moi est beaucoup plus difficile pour Damien. Et ça permet aussi de comprendre comment on peut aborder les situations différemment, comment on peut voir les choses différemment. Par exemple, sur la création d'un produit ou la réflexion sur une logique technique ou autre, il est extrêmement puissant. Et c'est là où je perçois toute la valeur d'un associé que je percevais pas avant quand je demandais des conseils et qu'on soulignait beaucoup l'importance d'un associé. Alors, au-delà de ce que le public connaît peut connaître de Smart Prospective, qu'il y a une ambition plus grande chez toi qui te guide. Tu vois ce que je veux dire, qu'il soit un peu plus haut que déjà la mission de Smart Prospective. Oui, c'est ce qui me fait me réveiller tous les matins. Je pense que c'est ce qui fait aussi toute l'équipe se réveiller. Souvent, quand on dit on a un logiciel qui permet de gérer des écrans à distance, on comprend pas vraiment ce qu'on fait. On a mis beaucoup de temps à trouver notre positionnement. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup souligner. L'investissement marketing et l'investissement dans le discours de comment je présente ma société. En fait, souvent on connaît tellement bien son business, on a tellement mis d'énergie dedans et tellement visualisé qu'on oublie un peu. C'est beaucoup plus difficile pour les autres qui n'en ont jamais entendu parler, qui ont quelques secondes d'attention de le comprendre. J'ai mis 9 ans avant de le comprendre. Et le jour où 9 ans. Okay. Et le jour où on a changé d'identité, enfin même pas d'identité, c'est le même logo, mais c'est juste la structure de la présentation est multipliée par 2 notre chiffre d'affaires. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à mettre en place et à essayer de regarder. C'est un investissement qui vaut le coup. Pour la vision de Smart Prospective, en fait, un écran, souvent on le voit comme un matériel. Mais en fait, notre téléphone est un écran, notre ordinateur est un écran publicitaire en est un aussi fatalement. Et un écran, c'est une fenêtre vers un monde. En fait, quand on vend par exemple des écrans qui sont installés dans un restaurant et que vous rentrez dans un restaurant de poké, vous avez envie d'être à Hawaï, mais on peut vous projeter avec l'odeur, on peut vous projeter avec la nourriture, mais avec une vidéo, on vous immerge complètement à l'intérieur. Et en fait, je pense sincèrement que les écrans sont des leviers et des moyens de communication de masse qui sont extrêmement puissants, qui peuvent donner des pouvoirs démultipliés aux marques, d'une part, mais qui peuvent aussi participer au bien de l'humanité. Un écran peut être un vecteur pour porter un message pour la tolérance, ça peut être un vecteur aussi pour porter un message contre des violences, mais ça peut aussi être le vecteur pour porter à la connaissance d'un public un nouveau produit ou une nouvelle politique. J'aimerais qu'on puisse partager un peu sur le moment où vous avez peut-être complètement changé de direction, sans que ce soit nécessairement visible de l'extérieur, mais ça a un peu tout changé pour l'entreprise. Alors, est-ce que vous avez eu quelque chose qui se rapproche un peu de ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, on a eu un moment, c'est un des moments, je pense, les plus durs de ma vie d'entrepreneur. Est venue une période où on a signé un leader sur un secteur, puis le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième. Et en fait, il y a eu une espèce d'effet de vague où tout le monde est venu dans ce. Et quand on est entrepreneur et qu'on travaille depuis très longtemps sur quelque chose, on se dit génial, c'est mon moment, c'est maintenant qu'il faut aller, on va scaler, work hard, play hard. Et en plus, il y a beaucoup de contenu qui des fois pousse et qui est galvaudé, où le discours de vérité est un peu emballé. Et c'est pour ça que j'aimais beaucoup ton introduction quand tu disais une conversation en off qu'on pourrait avoir dans un couloir. Et en fait, on s'est dit super, c'est maintenant qu'il faut tout faire. Donc on va augmenter notre masse salariale, on va avoir plus de monde, on va essayer de délivrer nos clients plus rapidement. Mais on peut pas faire passer une entreprise de 5 à 40 du jour au lendemain. Et donc en fait, on a eu énormément de monde qui est arrivé, une perte d'identité. On est passé d'un truc où on se connaissait tous, on allait courir ensemble, on faisait du sport, on passait énormément de temps, mais parce qu'on est animé par le même sujet, à beaucoup plus de
de management, de politique, et on a un peu oublié nos clients. On s'est retrouvé dans une position où on vendait des écrans et des logiciels d'affichage. Et à ce moment-là, on travaillait beaucoup post-Covid sur les secteurs de la restauration et de l'hôtellerie. Et on nous demandait des produits qui étaient adjacents. Et en fait, on l'avait identifié comme un moyen de se diversifier, d'augmenter, d'avoir de nouveaux leviers. Mais un levier de diversification, c'est aussi un levier de diversification mentale quelque part, où on doit gérer beaucoup de choses en même temps. Et on s'est perdu. Et ça a été extrêmement difficile de ramener la jeunesse de l'entreprise au centre, extrêmement difficile de remettre tout le monde au diapason. Et ce qui a changé en interne, c'est se dire, OK, on est performant et nos clients nous le disent. Quand on délivre un écran, quand on le vend, quand on l'installe, on est capable de l'installer dans plus d'une trentaine de pays aujourd'hui. Quand on est capable de le maintenir à distance et de fournir le logiciel, il faut qu'on arrête d'essayer de faire plus. Et il faut aussi qu'on arrête d'essayer de prendre le maximum de clients en expliquant à nos clients qu'on leur vend quelque chose avec une qualité qui est extrêmement bonne, avec un prix qui est extrêmement correct, qu'on accepte des fois de dire à un prospect ou à un client, mais sincèrement désolé, mais on pourra pas répondre à la demande, mais on pourra y répondre dans le futur, parce que si on y répond aujourd'hui, on y répondra mal. L'impact à long terme est extrêmement difficile, et pour pouvoir le passer, ça peut être létal pour une entreprise. Et c'est là où tout a changé. La performance de tout un chacun a changé, la performance individuelle est devenue une performance collective. Et c'est comme si on avait une espèce de projecteur sur un objectif qui était fixé et tout le monde regardait dans la même direction. Le vrai défi, c'est de pouvoir en permanence prendre de la hauteur et de savoir où on va. Damien avait une analyse extrêmement intéressante. C'est qu'il me disait, tu sais, la vie d'un entrepreneur, c'est un peu sinusoïdal, où on monte parce qu'un client vient de signer, on est content parce qu'on vient nous faire un compliment, on est malheureux parce qu'un client est pas content. Et il y a quelque chose qui m'a toujours guidé quand j'étais plus jeune. Ma maman adorait me raconter cette histoire d'un roi marocain qui était arrivé sur les rives espagnoles. Il a rassemblé tous les bateaux de toute son armée, les a brûlés et a dit: la mer est derrière vous, l'ennemi est devant vous. Donc si vous voulez mourir lâchement vers l'arrière, vous pouvez y aller. Mais si vous voulez vous bagarrer, c'est vers l'avant. Et c'est vrai, quand on est entrepreneur, c'est de se dire: OK, tout ce qui a été fait, bon ou mauvais, c'est très bien. Maintenant, avec la situation que j'ai à l'instant T, comment je pousse toute mon équipe à aller plus loin et comment on peut aller avec tout le monde embrasser l'objectif. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui sont basées sur la data, sur les métriques, qu'il y a plein de choses qu'on peut surveiller. Est-ce que toi, il y a une métrique pas si conventionnelle que ça, que tu surveilles de près et qui te donne des infos que peut-être d'autres pourraient négliger? J'ai deux choses à répondre. La première, c'est que j'étais un fou des métriques en pensant que une entreprise, c'était une sorte de grande table avec plein de boutons. Et appuyer sur les boutons et activer certaines choses pourrait fonctionner. C'est complètement faux. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le détail et qui se jouent pas dans de la décision, mais plutôt dans de l'opérationnel. Des fois, ça a beaucoup plus d'impact d'aller en présentation commerciale avec un sales que de dire: aujourd'hui notre secteur de prédilection c'est celui-ci, voici les arguments et on va investir 10 000 euros de budget ads dedans. C'est la première chose. Et la deuxième, c'est un peu la blague de Mathio et de Damien, qui est de dire l'humeur d'Oussama et la fonction covalente de la courbe de trésorerie de l'entreprise. Je regarde en permanence la trésorerie et je suis hyper vigilant. C'est-à-dire que je prends toujours le worst case. Par exemple, quand je fais des projections, je considère toujours qu'on pourrait perdre nos 2-3 plus gros clients. Je regarde toujours, par exemple, quelle est la proportion de chiffre d'affaires de MRR notamment de nos clients. Et je fais en sorte qu'il n'y ait jamais un client qui dépasse l'intervalle 7-10%. Et ça nous a sauvé la vie à plusieurs reprises. On a quand même traversé quelques crises entre 2016 et aujourd'hui. Et en fait, tous les 3 mois, je regarde sur les 16 prochains mois. J'ai un tableau que j'ai fait moi-même, un simple Excel, rien de fou. J'ai essayé beaucoup d'outils, ça nous a fait perdre un temps monumental, beaucoup d'argent aussi. En fait, j'ai un simple tableau et dans mon tableau,
je sais quels sont mes frais de structure et en dessous, j'ai le MRR. Et il faut que l'entreprise couvre les frais récurrents en enlevant toujours les 3 plus gros clients. Parce que quand on enlève les 3 plus gros clients, en général, on est plus safe et on anticipe largement le churn. Ouais. Et ça nous a, mais je le répète vraiment, je me souviens, ça nous a sauvé la vie à plusieurs reprises. Ça nous a sauvé la vie au moment où on a dû restructurer, on a dû faire une pause et tout arrêter. Ça nous a sauvé la vie quand on a implémenté un ERP et que tout s'est cassé. Vraiment tout s'est cassé. On n'était plus capable de vendre, plus capable de facturer, plus capable de rien faire. Ça nous a sauvé au moment où on a dû déménager et où toute l'équipe pendant une semaine était indisponible. Enfin, c'est vraiment que le MRR couvre les frais de structure et que on ait de quoi venir sur les 15-16 prochains mois. C'est toujours, alors c'est difficile de le faire, on a mis quelques années à y arriver, mais c'est un bel objectif. Et l'autre chose qu'on a eu depuis le début, c'était de dire l'entreprise ça a vocation à gagner de l'argent, donc il faut qu'on gagne de l'argent. Présente combien de collaborateurs aujourd'hui Smart Prospective? 13 à Bordeaux, 3 au Maroc, 2 à Paris. Que tu considères qu'il y a une culture d'entreprise qui s'est installée ou qui s'affirme? Tu peux nous en parler et nous dire pourquoi c'est possiblement important pour toi? Elle s'est installée. Ça me fait sourire parce que ce n'est pas du tout la culture d'entreprise que je voulais. Et je trouve ça très bien parce que ça apporte un peu de naturel. Donc on voulait que les vacances soient illimitées, que les horaires soient non définis. J'ai très vite rendu compte que la liberté était abordée différemment d'un individu à l'autre et que c'était très difficile de construire une équipe sur la base d'un chaos, un chaos dans besoin d'un peu de cadre. Exactement. Et cette culture s'est construite. Et en fait, je me rends compte que maintenant les collaborateurs se comportent comme dans une famille. Ils sont extrêmement durs les uns envers les autres, mais extrêmement bienveillants à la même occasion. En fait, chacun se pousse pousse l'autre à faire du mieux qu'il pourrait. Et ça permet aussi aux clients qui appellent. Par exemple, le support, on l'a mis en plein milieu du bureau exprès. Et donc, le support niveau 1 et le support niveau 2 sont juste à côté les uns à côté des autres. Et en fait, quand les clients appellent, ils ressentent cette joie, ce sourire un peu latent au téléphone. Et donc, ça a créé cette culture d'entreprise. Alors, j'ai vu sur LinkedIn, donc comme je le disais, que l'équipe doit actuellement s'agrandir par du recrutement. Toi, j'imagine tu fais passer des entretiens aussi. Tu fais partie de la boucle, j'imagine, dans le recrutement. Et est-ce que tu as une question, une approche particulière, une question que tu vas poser qui t'a permis de dénicher des talents qui sortent du lot? Sincèrement, je suis extrêmement mauvais à cet exercice. Je ne sais pas faire passer un entretien à quelqu'un. Je ne sais pas. En fait, je trouve ça particulièrement injuste de juger quelqu'un sur quelques minutes d'entretien et sur un CV. Quand il a fallu que je cherche du travail pour pendant mes études ou après mes études, ça a été difficile pour moi d'en trouver, d'en voir. Et je trouve ça un peu faux. Alors bien sûr, on voit des gens avec qui on s'entend, des gens avec qui on s'entend moins. Une fois, je me suis posé une question et cette question a marqué, c'est est-ce que demain je me vois travailler avec cette personne ou pas? On aime beaucoup les profils très atypiques chez Smart Prospective. On a plein de gens qui font un métier aujourd'hui qu'ils ne faisaient pas avant. Et on a aussi plein de gens qui changent de métier au sein de l'entreprise. Je pense à une collaboratrice qui, par exemple, a été dans 3 services différents et qui a apprécié chacune des expériences. Et c'est elle qui a demandé à les changer. On s'est toujours dit que si on était capable d'automatiser quelque chose ou de l'industrialiser, ou du moins y mettre le moins d'intervention humaine, ça serait bien. Et aujourd'hui, BS, nos concurrents à chiffre d'affaires ISO, par exemple, on est 5 fois ou 6 fois moins. Et c'est justement grâce à un ERP qu'on a mis quasi 2 ans à mettre en place, à des automatisations, à un certain nombre de sujets aussi qui sont sous-traités. Et donc voilà, on cherche un état d'esprit et une volonté. Et ça marche. Quelle tendance ou opportunité tu vois émerger dans ton secteur, que tu vois toi et que la plupart de tes concurrents ne semblent pas encore percevoir? Il y a des mastodontes, plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires. Au milieu, il y a 4-5 acteurs. Je parle de l'échelle européenne. Et ensuite, il y a des centaines d'acteurs
sont très petits. Dans la phase intermédiaire, on est deux. Et je pense que c'est un secteur qui va finir par se consolider et qui va y avoir quand même pas mal de croissance externe. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Nos sujets, c'est plutôt de la croissance non organique, aller consolider un secteur et offrir une solution universelle à tout le monde qui est extrêmement simple et que ça devienne un peu le dénominateur commun de tous les retailers ou toute personne qui le gère. Sur les opportunités, pendant longtemps, il y a eu les fabricants d'écrans, les installateurs, les intégrateurs, les mainteneurs. Et la tendance est plutôt à ce que ça se recoupe. Et il y a vraiment deux écoles et deux stratégies qu'on voit très bien chez nos concurrents. Énormément essayer d'éclater le maximum et de se surspécialiser sur certains secteurs. Et il y en a qui essayent de faire le 360. Nous, on a pris le parti pris du 360 degrés en se disant c'est quand même pas extrêmement compliqué d'installer, de maintenir et de gérer un écran. Et c'est quand même extrêmement plus simple pour un client. Et c'est la demande qui nous revient le plus. Donc on a choisi ça parce que nos clients nous l'ont demandé. Le marché soit suffisamment éclaté pour que chacun soit sur une verticale et que quasi personne ne se rencontre face à d'autres. Justement, je rebondis là-dessus. On parle beaucoup du boom des solutions verticales SaaS et du déclin des outils généralistes. Est-ce que ça a influencé ta façon de positionner ton produit à l'origine ou peut-être même encore aujourd'hui? Pendant longtemps, on a essayé de trouver les outils les plus puissants et les meilleurs. Et donc, par exemple, pour un CRM, on était sur HubSpot, pour la gestion de projet, on était sur ClickUp, pour la messagerie interne, on avait Slack, pour le suivi des livraisons, on avait une cinquantaine d'outils. Unitairement, ils étaient extrêmement puissants et extrêmement bons, mais ça créait plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est que l'information n'était pas du tout au même endroit. Et donc, certains collaborateurs maîtrisaient certains outils et sur d'autres, ils avaient même pas d'accès. Donc, on avait toujours un peu le cul entre deux chaises en se disant, est-ce que il faut que je prenne un outil puissant et que je prenne en charge le prix de la transition, ou est-ce qu'il faut que je reste sur mon outil qui répond à mon besoin? Et donc, en fait, on a décidé de passer sur un ERP qui fait tout, qui s'appelle Odoo. C'est des outils qui sont très généralistes, donc ils sont moins bons sur un certain nombre d'aspects. Ce qui est normal, on ne peut pas être spécialiste de tout et ça génère aussi beaucoup de bugs, beaucoup de problématiques. Enfin, voilà, on a eu un shutdown pendant quelques semaines. La puissance aujourd'hui que ça apporte, c'est que l'ensemble des informations sont au même endroit là, et donc on arrive à en sortir quand même un certain nombre de tendances. Et le fait de tout relier, mais c'est beaucoup mieux que d'avoir un Zapier qui craque ou une API qui répond plus ou il manque des crédits à tel endroit ou il manque des crédits à tel autre endroit. Je reste quand même persuadé qu'il va y avoir des outils qui vont rassembler un maximum de fonctionnalités pour un secteur ou pour une division donnée ou pour une niche donnée. Mais en tout cas, il est impossible d'avoir des centaines d'outils qui cohabitent ou qui coexistent entre eux s'ils ne se rassemblent pas. Mais à un moment ou à un autre, où il y aura un très gros outil qui rassemblera l'ensemble, ou il y aura un outil qui est spécifique pour un secteur ou pour une niche, qui lui assurera exactement le besoin de chacun. Est-ce que là, il y a une question autour de privilégier, par exemple, je sais pas, les intégrations natives ou plutôt miser sur une API ouverte, ou est-ce que t'es concerné par ça? Quand on a développé Smart Prospective, on a développé une API au départ. Donc la plateforme Smart Prospective, en fait, quand vous vous connectez dessus pour gérer un écran, c'est une plateforme qui est connectée en API à un serveur qui lui-même est connecté en API à un écran. Et donc entre les deux, on peut intercaler ce qu'on veut. Et il y a une documentation API. On a eu même des concurrents à un certain moment qui utilisaient notre API, mais avec leur interface graphique pour pouvoir utiliser les moteurs des Smart Prospective. On a des clients, par exemple, qui connectent leur site en API à leurs écrans. On a un client qui a une cinquantaine de magasins de fleurs en France, par exemple, qui dit, dont la problématique est la suivante, c'est j'ai des fleurs, et au moment où ma fleur est déposée sur mon étal, elle a 72 heures pour certaines catégories. Donc, il va sur la plateforme Smart Prospective et il dit telles fleurs-là sont en promo de X% pour pouvoir les virer. Et donc, en fait, sauf que sur le site internet, il ne peut pas aller faire la modification. Donc, en fait, il y a une API qui tape sur Smart Prospective et qui va remonter en fait le contenu qui est sur l'écran directement sur la page en question du store qui est sur leur site internet.
une des intégrations métiers qu'on vend le plus aujourd'hui, c'est l'intégration métier qui est basée sur le stock et sur la variation de prix. Par exemple, une grande chaîne de magasins de sport a connecté à SAP ses écrans. Et quand vous avez un linéaire, en fait, quand il vous reste un t-shirt d'une taille, d'un seul modèle, et que ça vous prend 1,20 m de linéaire, en fait, c'est 1,20 m de linéaire que vous n'utilisez pas pour générer du chiffre d'affaires. Donc, vous êtes prêt à casser le prix de ce t-shirt pour le sortir du stock, parce que si vous le remettez dans la réserve, il est perdu à jamais. Et ensuite, vous pouvez remettre une nouvelle référence. Et donc ça permet d'augmenter l'opérabilité et ça permet aussi d'augmenter la rentabilité de l'opérationnel. Même chose, par exemple, pour les restaurants. Quand vous avez un produit qui arrive bientôt à sa DLC, par exemple, mon poulet arrive bientôt à la DLC dans 24 heures. À les prochaines 24 heures, je vais mettre moins 40% sur tous les produits à base de poulet. Et ça, c'est possible grâce à une API qui est interconnectée au système de gestion de stock. Toutes les API qui ont un impact métier important pour nos clients, on les fait de manière native et on fait en sorte de les développer nous pour être certain de la qualité. C'est un parti pris, ça nous coûte plus cher, mais on est certain que l'intégration est faite dans les règles de l'art. Et si tu prenais un café avec quelqu'un qui lance sa startup SaaS aujourd'hui, quel serait ce conseil précieux que tu lui donnerais simplement? Une fonctionnalité simple qui règle un problème à un client, souvent, et a beaucoup plus d'impact et génère beaucoup plus de chiffre d'affaires qu'un outil extrêmement compliqué qui gère des centaines de cas particuliers. 80% du besoin peut être réglé que par 20% de l'application. C'est largement c'est faire simple et être rentable. Le message est parfaitement clair. Et bon, alors pour terminer sur une note plus personnelle, au-delà de Smart Prospective, est-ce que tu as un projet ou un rêve qui te fait vibrer, que tu n'as peut-être jamais encore parlé publiquement? C'est de faire de Smart Prospective quand même le premier vecteur de communication pour tout le monde et que ce soit un vecteur positif. Et j'espère qu'un jour je pourrais donner de la chance à des gens comme moi qui au départ sont arrivés. Enfin, je suis extrêmement reconnaissant à tous ces gens qui m'ont aidé de près ou de loin quand je suis arrivé en France, quand j'ai monté mon entreprise la première fois. Ça, on va dire si, tiens, essaye, on te donne ta chance. Et j'espère qu'un jour on pourra donner la chance à tout le monde et que tous les entrepreneurs un jour se diront, quand il y a quelqu'un qui vient monter son entreprise, même si c'est pas significatif, alors ça, 120 €, c'est pas très cher à l'échelle d'une entreprise, c'est même anecdotique. Ça peut donner un sacré coup de pouce. J'espère qu'un jour, je pourrai faire ça et dire à tous les entrepreneurs, quand vous créez une société ou quand vous créez un SaaS, si c'est un service qui peut nous intéresser, ne serait-ce qu'être le premier utilisateur ou le premier client, ça peut donner une propulsion des fois à certains. Amorcer la pompe, quoi. Exactement. Bon, bah merci Oussama pour ce partage vraiment très riche. On te souhaite bien sûr le meilleur pour la suite. Et chers auditeurs, moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pile ou SaaS. D'ici là, continuez de créer, d'innover et de partager. Au revoir.